Bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Nous sommes samedi matin, il est 9 heures pile et nous allons passer 1h30 en compagnie de notre ami Laurent Michelon sur et chez Géopolitique Profonde. C'est notre spécialiste, ce chef d'entreprise qui vit depuis plus de 20 ans dans ces lointaines contrées du monde où il mène une activité principalement de conseil, dont on rappelle aussi que son livre Maître ouvrage en la matière, que je ne saurais trop conseiller à ceux qui cherchent à comprendre les relations entre l'Occident et la Chine. On va le saluer dans un instant. Auparavant, je vais déjà commencer par faire les remerciements d'usage et commencer par, c'est toujours le cas, et elle est là cette semaine en plus. Elles sont là toutes les deux cette semaine. On est heureux, je suis heureux en tous les cas pour ce qui me concerne, à la fois dans le studio. Comme un coq dans un poulailler. Je me dandine, Voilà. d'ailleurs, dans les différents bureaux. Il n'y a personne, je fais des remarques, des observations. Comment, pourquoi cet ordinateur est-il allumé? Patrice. On remercie Patrice au standard qui va répondre à vos observations, qui nous portera vos questions. Vous pouvez aussi utiliser bien sûr le courriel électronique. À la technique, et oui, c'est Virginie qui est là, Virginie Ninivlam. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, évidemment. Nini, Et moi. N2E. Et bien sûr, la personne qui est avec moi aujourd'hui dans le studio, on n'est que tous les deux, eh bien, c'est Lara qui va m'assister durant cette émission. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers bénévoles, bonjour chers auditeurs. C'est bien, vous vous saluez vous-même en tant que bénévole. Vous avez raison. Voilà. Non, mais il y en a d'autres, hein. Heureusement. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis ceux qui ne sont pas bénévoles, c'est parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Exactement. On a du mal à émettre sans les techniciens. Faut bien et bonjour Virginie. Voilà. Bon, on va le saluer tout de suite, et puis après, je ferai mon petit billet d'humeur, et puis on commencera très vite les échanges. Mais donc, nous avons aussi Laurent Michelon en distanciel. Vous nous entendez bien, mon cher Laurent? En direct depuis la Chine? Bonjour. Oui, bonjour Nicolas, bonjour Lara. Content de vous revoir. Eh ben oui, la dernière fois qu'on vous avait vu, c'était à la fête du 1er mars. Et encore, j'avoue que je vous avais, comme tous les autres d'ailleurs, très peu vu, happé que j'étais par tous ceux qui étaient venus voir, les animateurs, l'équipe en complète de Géopolitique Profonde, et puis tous nos invités, évidemment. Ce qui fait que les invités de prestige dont vous faisiez partie, je ne les ai pas vus de la soirée, ce qui est dommage, j'avoue, mais bon, je me devais évidemment principalement aux auditeurs. Beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie venant d'ailleurs sur Géopolitique Profonde. Mais parce que c'était aussi une fête conjointe. Exactement, il y a plusieurs médias. Il y avait Vidal aussi, de Putsch Média, qu'on apprécie, que j'ai eu cette semaine sur une matinale d'ailleurs. Toujours aussi plein d'entrain, Nicolas Vidal. Alors, nous allons traiter principalement, de toute façon, à chaque semaine, on va remercier franchement Donald Trump, parce que sans lui, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Il nous crée un événement toutes les semaines. Donc, on a... vu que c'est tout plein de ce côté-là... Ah là là, mon Dieu. Vous voulez vraiment... Quand je pense que toutes les matinales du lundi au vendredi à partir de 7h, je suis obligé de commenter le vide. Je m'en suis plaint d'ailleurs hier en disant pourquoi? Parce que évidemment nos invités sont avant tout, on fait de la géopolitique, donc des invités qui vont nous parler de géopolitique. Donc il faut bien que quelqu'un se colle le national, le désespérant national français, le vide, l'ère du rien, l'ère du néant. Eh bien, c'est moi, pendant une demi-heure, qui suis obligé de faire cela. Et alors, là, je lis dans le Figaro de ce matin que la désespérance gagne même les députés, gagnés par un sentiment d'impuissance. Enfin bon, ça ne les empêche pas de toucher leur quand leur on remonte la solde. dernière loi qui a changé la vie des Français, votée par ces députés, par cet hémicycle. Vous pouvez vous rappeler? Oui, mais il y a des lois sociétales. C'est à peu près les seules d'ailleurs qu'ils émettent. Vous avez eu quand même la constitutionnalisation de l'avortement. Mais c'était pas ces députés-là. C'était pas cet hémicycle-là. C'était avant. Non, c'était avant la grenade dégoupillée. Ouais, voilà. Mais ces députés-là de cet hémicycle, ils ont voté quelle loi? Pour le moment, je pense aucune.
Mais ça va venir, certainement. Oui, ils ne votent pas, parce que de toute façon, il n'y a pas de majorité, comme vous dites. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Oui, mais à quoi ça sert de les avoir aussi ? Ils s'abstiennent pour permettre à des gens comme Richard Ferrand, par exemple, d'être nommé à la tête du Conseil constitutionnel, espérant une rétrocession que Marine Le Pen attend encore. C'est l'ancien monde. Hein. On s'arrange entre nous. Oui, mais non, l'ancien monde, justement, c'est c'est l'art du, j'allais dire un mot anglais, donc, c'est l'art du marché, c'est l'art de... On se tape la main et on se met d'accord. Là, ils ne se sont pas, semble-t-il, vraiment accordés. Non, mais elle l'a cru que c'était l'ancien monde. Ah, voilà. Ah oui, elle l'a cru. Et Bayrou, qui en fait partie, d'ailleurs, de cet ancien monde, tout comme elle, d'ailleurs, oui, il a un côté rassurant. Pour justement arriver à sa place. Ouais, c'est sûr. Il a su jouer de cette... Bon. Alors, le chaos de l'Assemblée des députés gagné par un sentiment d'impuissance. Bon, eh bien oui, plusieurs textes pourtant annoncé comme important, semble renvoyer au calende grec. Voilà. Ça va, au moins, ils peuvent se consoler par la paye. Hein. Alors, ils essaient quand même de s'arranger entre eux sur le changement de mode de scrutin municipal, dans le fameux PLM, Paris-Lyon-Marseille. Ils ont des projets de loi sur la simplification de la vie économique. Après, vous avez la fin de vie, c'est ça qui simplifie définitivement d'ailleurs le sujet. Les tracasseries administratives. Voilà. Et ensuite, proposition de loi sur l'audiovisuel public. Alors, les aides-feux. On nous avait dit les aides-feux. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez les retours des Gilets jaunes. Bon, évidemment, je l'avais quand même plus ou moins dit. Il n'y aura pas, en tout cas sur ce sujet. C'est un peu les Gilets jaunes boboisés. Les aides-feux, un petit peu quand même. Je ne voudrais pas être méchant, mais donc c'est reporté à des vacances. Ils ont des vacances parlementaires. Alors ils disent qu'ils ne coûtent rien, mais ils ont quand même 2 semaines de vacances parlementaires. Oui, mais moi, j'aimerais désespérer comme un député aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup de Français. Franchement, cet article, en fait, est indigne. Complètement. Ils désespèrent. Non, mais ils se fichent de qui ? Avec le niveau de rémunération qui est le leur. Je crois qu'il y a des millions de Français qui aimeraient désespérer comme vous. Franchement. Eh ben... Oui, donc voilà, c'est le vide, l'ère du vide complet, et ça ne va pas aller en s'améliorant, puisque de toute façon, en plus, il a tiré sa cartouche, sa grenade, et il n'y aura pas de dissolution possible avant l'été prochain. Donc au moins, les choses sont claires. Non, c'est bientôt. Donc c'est une apathie. C'est dans 2 mois, début juillet, il peut le refaire. Oui, bien sûr, on va voter en plein été. Mais il va le refaire. On va voter avant le 15 août, après le 15 août. Pour le 15 août. Comment ça a fonctionné la fois d'avant, il a su mettre en place mais pourquoi des ministres démissionnaires. Pourquoi voulez-vous qu'il dissole ? Il a obtenu ce qu'il voulait. Le prince du chaos a neutralisé jusqu'à l'institution parlementaire. Pour humilier davantage Marine Le Pen, qui ne pourra pas se représenter. Non, mais Marine Le Pen, elle était dans l'obligation d'attendre l'été 2026, cette fois-ci, pour être fixée sur son sort. Ce ne sera pas avant. Mais elle ne pourra pas se représenter. Donc ça fera partie du jeu politique qu'il a mis en place. Ça, c'est pas exclu. C'est pas exclu, oui. Voilà. Donc ça fera parler du fait qu'elle n'est plus rien. Elle ne sera plus rien parce qu'elle ne sera plus présidente de parti, vu qu'elle a passé les rênes du parti, et elle ne sera plus députée. Donc, à mon avis, il va jouer cette carte, malheureusement. Après, malheureusement, je dis ça comme ça, mais bon, les calculs politiques... Et les enjeux de communication sont plutôt dans ce sens-là. Un débat sensible sur les soins palliatifs et la fin de vie. Ah oui, parce qu'en plus, ils ont trouvé le moyen de s'étriper entre eux. Est-ce qu'on fusionne les soins palliatifs et la fin de vie ? Vous savez, le côté morbide des échanges et des discussions entre députés. Finalement, est-ce que c'est 2 projets de loi ? Bien soigner en faisant mourir. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais l'abréger, pas la vie, mais la revue de presse cette semaine. Mais il n'y a rien. Alors voilà, c'est le néant. Si, alors par contre, l'absence, la catastrophe continue. On va réindustrialiser. D'ailleurs, vous allez nous donner votre épargne pour qu'on le fasse. Il y a quelques centaines de milliards à prendre encore à racler les fonds de tiroir, puisqu'ils ont déjà endetté à hauteur de plus de 3 000 milliards les générations à venir. Donc il reste quand même l'épargne privée des Français, les assurances vie. Tiens, les assurances vie, on n'aurait plus besoin. On va abréger tout ça. Et puis le livret A.
terminé le livret A hein, pour aider les plus nécessiteux à se loger. Hein, c'est fini. Maintenant, tout le monde sous les ponts. D'ailleurs, je vois que ça gagne à Paris, ça marche très bien, le tout le monde sous les ponts, de mieux en mieux d'ailleurs. Qu'est-ce que nos Parisiens, ils sont bien. Moi, je les ai trouvés bien sur le périphérique. Ils sont bons pour le 30 km/h. L'hybridation, vous savez, entre le mouton, le pigeon et le Parisien a bien fonctionné. Là, on a vraiment un bon moujon. Le moujon moujonne à 35 km/h. Le moujon parisien. Sur le périphérique parisien. Donc, et il ronronne. Madame Hidalgo et Monsieur Nounès peuvent être fiers d'eux. Voilà. Ça a bien marché. Alors, Flamanville, une nouvelle erreur humaine le nombre d'erreurs humaines est préoccupant. Le père de Flamanville, un caillou dans la chaussure du futur patron d'EDF. Oui, l'ancien patron avait eu l'heure de déplaire à Emmanuel Macron, donc il a été prestamment congédié et remplacé au pied levé par un nouveau PDG, Luc Rémont. C'était l'ancien. Et le nouveau, c'est Bernard Fontana. Voilà. Il va d'abord avoir une audition devant la commission économique de l'Assemblée nationale. Alors on se rend compte qu'en fait, en France, on ne sait plus faire de centrales nucléaires. Ouais, bah. Des EPR en Chine, il va nous en parler. Mais Nicolas, pendant des années, vous arrêtez le nucléaire. Y a le savoir-faire s'en va. Et il est plus transmis entre les anciens et les nouveaux. Et donc, ça se passe comme ça. Et Dominique Voinette, comme disait Jacques Chirac. Il disait ça ? Oui, disait Dominique Voinette. Ah, c'était les Guignols. Plutôt. Oui, mais parce qu'elle était ministre à l'époque du Frisé, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et Frisé, c'était son autre coach chez les trotskistes, hein, voilà, ce saint homme-là. Qui est la responsable, en fait, de la situation d'aujourd'hui, hein, clairement. Donc, voilà. Mais maintenant, elle s'occupe de la situation actuelle. Oui, bien, sur la sécurité, donc j'imagine qu'elle a eu un rapport. Enfin voilà, en tout cas, il n'arrive plus, il y a des incidents multiples. Il s'était mis dans l'article, d'ailleurs, toujours du Figaro, que peut-être c'est lié au fait que ça fait 20 ans, 25 ans qu'on se demandait si on n'allait pas arrêter le programme nucléaire, comme les Allemands d'ailleurs. Donc voilà, et il déplore le fait qu'un EPR, ça ne pose aucun problème lorsque c'est installé par exemple en Chine. Mais par contre, ça pose des problèmes insondables à nos ingénieurs et techniciens en France. Donc c'est pour dire que pendant que l'air du vide se vide, eh bien pour la réindustrialisation, voilà. C'est de bon augure là déjà. Allez, on va arrêter là. Je pense que même pour les auditeurs, c'est pénible. Donc on va changer complètement de sujet. Quand même, Denis, qu'est-ce qu'il nous dit, cher Nicolas, cher Lara ? Si vraiment les députés ne servent à rien, de leur aveu même, pourrait-on en faire l'économie et se contenter du Sénat, bien courtoisement ? C'est un adepte peut-être de Retailleau, de Bruno Retailleau. Non, mais c'est surtout qu'au Sénat, ils sont même plus à déprimer. Ça ronronne, ça dort bien. Mais bon, voilà. Ça pose son beau postérieur sur voilà, et ça se contente de ne rien faire. Voilà. Et oui. Bon, écoutez, voilà, on a le... Oh là là, il est déjà presque écart, donc je pense qu'on a perdu suffisamment de temps comme ça avec la France. Donc, sans même lancer la petite musique du grand angle, on va tout de suite s'intéresser à la relation Occident-Chine. Sans la musique ? Sachant que... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi sans la musique ? Peut-être qu'on va pouvoir lancer la musique, mais juste pour planter le décor, sachant que Occident-Chine, l'Occident, semble-t-il, n'est plus réellement uni, donc on ne pourra plus bientôt parler d'Occident, puisque d'un côté, vous avez les États-Unis, et on apprenait qu'une délégation européenne allait la semaine prochaine venir en Chine. Et oui, ils sont comme ça, les parasites. Vous savez, ils sautent d'une bête à l'autre. Ils ne savent que parasiter, ils sont incapables d'autre chose, donc ils cherchent un nouveau maître. Il y a une petite annonce à Bruxelles, cherche nouveau maître. Van der Leyen cherche un nouveau maître. Hein, c'est plus facile d'être soumis que de prendre ses propres responsabilités en tant que Français, Européen. Donc voilà, et on va en parler avec Laurent Michelon tout de suite après cette petite musique. Michelon, donc nous avons déjà salué une première fois, dont je vais rappeler quand même peut-être quelques éléments biographiques, même si ce n'est pas du tout la première fois qu'il est présent parmi nous. Et ces éléments-là, écoutez, je pense que j'ai dû les envoyer, c'est certain même, à la technique. Donc je les retrouve par là. C'est vrai que sans
Le document, c'est plus compliqué. Donc on rappelle, entrepreneur en Chine, Laurent Michelon, vivant entre Hong Kong et Beijing, diplômé de Sciences Po, de l'INALCO. Il a travaillé dans la diplomatie culturelle française, dans ses lointaines contrées, ce qui lui a probablement donné l'envie ensuite d'y rester. Il conseille de nombreux groupes de communication, justement, et il conseille les groupes pour essayer d'avoir la meilleure relation possible entre la Chine, l'Europe, l'Occident, enfin plutôt l'Europe. Donc je pense d'ailleurs, mon cher Laurent, que vous devriez à l'avenir exercer vos talents dans les relations entre l'Amérique et la Chine, parce que j'ai l'impression que ça ne va pas être simple. Alors c'est peut-être déjà, si vous voulez commenter un petit peu cette situation assez étonnante, avec des droits de douane à hauteur de 145% dans un cas, 125% dans l'autre, la guerre commerciale est lancée, autant Trump a temporisé sur ses relations avec le reste du monde, autant ce que nous attendions est arrivé, c'est-à-dire les prémices d'une guerre commerciale totale, à moins qu'on ne voit rapidement volte-face et négociations entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Oui, alors effectivement, le déroulement du scénario prévu par l'administration de Trump a été assez rapide, puisqu'on a vu qu'ils sont passés en quelques jours d'une imposition de droits de douane au monde entier, dont ils étaient très fiers, pour quelques jours plus tard, en fait, annuler ou mettre en pause ces droits de douane à tous les pays dans le monde, sauf à la Chine. Donc en fait, le jeu a été rapidement dévoilé. En fait, il s'agissait depuis le début que d'une question entre la Chine et les États-Unis, mais qu'il fallait camoufler derrière une espèce de mesure juste qui s'appliquait à tout le monde sans discrimination. Donc on voit que ce scénario est rapidement tombé à l'eau. Entre-temps, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui sont proches de l'administration Trump et qui donc forcément été au courant de ces retournements ont pu, eux, contrairement au reste du monde, faire fortune sur les marchés boursiers, puisque un jour, le jour de l'annonce des droits de douane, tous les marchés dans le monde, aux États-Unis, mais également en Asie et en Europe, les marchés se sont effondrés. Derrière, les gens qui connaissaient la suite du scénario ont pu acheter tout ce qu'ils voulaient à vil prix. Et le lendemain, ou enfin quelques jours plus tard, l'annonce était faite que en fait, ça ne s'appliquait qu'à la Chine et pas au reste du monde. Les cours sont remontés et les personnes qui avaient acheté quelques jours auparavant ont tous fait fortune. Donc ça, c'est une première chose. La seconde chose, non, mais il faut pas. Malheureusement, c'est là qu'on voit que aussi bien. C'était une critique qu'on faisait souvent sur l'administration Biden. On se demandait comment est-ce que toute l'administration Biden, des démocrates, qui étaient des gens qui touchaient entre 100 et 200 000 dollars US par an, avaient tous une fortune estimée entre 100 et 200 millions de dollars. Ça venait évidemment de tous ces délits initiés sur la bourse. Mais on voit que malheureusement, avec la c'est pas beaucoup mieux. Alors ceci dit, juste je me permets, Laurent, pour toujours, moi je commente l'aspect français, évidemment ce que vous dites, et vous avez parfaitement raison, ces délits d'initiés, ils existent depuis fort longtemps, sauf qu'évidemment ils étaient opportunément oubliés et passés à la trappe lorsqu'il s'agissait des démocrates néoconservateurs, et maintenant notre presse se réveille, et elle dénonce ce qu'elle aurait dû dénoncer depuis des années. Ça reste infiniment détestable de la part de la presse de grand chemin, mais vous avez parfaitement raison de dire que les républicains font la même chose que les démocrates. Je m'arrête là. Voilà, tout à fait, vous avez raison qu'il y a deux poids, deux mesures dans le traitement de l'information, parce qu'effectivement, on voit que aussi bien les médias européens et la plupart des dirigeants européens n'ont toujours pas digéré le fait que Donald Trump ait été élu. Je pense que d'ailleurs, ils ne le reconnaissent pas et ils vont lui mettre des bâtons dans les roues comme lors de son premier mandat. Oui. Mais donc, effectivement, c'est pas différent de l'administration Biden, mais effectivement, notre presse se réveille opportunément. Donc ça, c'est la première chose sur ces droits de douane. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est la réaction en fait de la Chine. Alors, c'était parce que ça fait des jours qu'on voit dans les médias surtout américains,
qui disent « Mais pourquoi est-ce que Xi Jinping n'appelle pas Donald Trump pour en discuter ?» Et aujourd'hui, Xi Jinping a fait une annonce, il a fait une annonce ce matin, il est sorti de son silence en disant que la Chine ne devait rien à personne, que son développement économique était dû à un travail forcené des Chinois depuis 40 ans, enfin depuis 70 ans en fait, et qu'il n'avait pas bénéficié de largesse des Occidentaux et des Américains, mais que c'était dû à son propre travail et à ses propres efforts. Et donc, il n'y aurait pas, si les États-Unis voulaient rentrer dans une guerre commerciale ou une seconde guerre froide, la Chine trouverait ça très regrettable, mais ce n'est pas pour ça qu'elle ferait une marche arrière ou qu'elle accepterait tous les diktats américains. Donc, on a vu que la Chine a augmenté les droits de douane à la même hauteur que ce que les États-Unis lui imposent. Donc, enfin un petit peu moins. Elle vient d'annoncer, le ministère des Finances hier a annoncé que les droits de douane étaient à 125%, et le gouvernement a expliqué qu'il ne les augmenterait plus, même si l'administration Trump, comme ça, faisait de la Chine et qu'il est monté à 400%, comme certains membres du Parti républicain le recommandent. La Chine s'arrêterait là parce qu'elle disait de toute façon, à 125%, le marché chinois n'a pas l'opportunité d'absorber les produits américains, donc on va s'arrêter là. Voilà. Ah oui, exactement. Oui. Alors, oui, pardon, je termine juste là-dessus. Je vous en prie. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, Xi Jinping est parti, il part demain, je crois, en tournée en Asie du Sud-Est. Il met la guerre commerciale qui est déclenchée par les États-Unis de côté. Et qui est-ce qu'il va voir? Mais il va voir son premier partenaire commercial, puisque l'Asie du Sud-Est, les pays de l'ASEAN, sont le premier partenaire commercial de la Chine depuis déjà une dizaine d'années, qui est passé devant l'Europe, malheureusement. Les États-Unis sont complètement derrière. Il faut voir que les exportations de la Chine vers les États-Unis, c'est 2% du PIB de la Chine. Donc, certes, si le commerce s'arrêtait du jour au lendemain, ce qui de toute façon ne sera pas le cas parce que les États-Unis ne peuvent pas se le permettre, et même si ça s'arrêtait du jour au lendemain, ces 2 points de PIB, ça ne mettra pas la Chine en faillite. Et donc, Xi Jinping part en Asie du Sud-Est voir ses trois plus grands partenaires économiques ou stratégiques, puisqu'il y a le Cambodge là-dedans. Et voilà, et donc ça laisse un peu la balle dans le camp de Donald Trump, qui doit maintenant, s'il le souhaite vraiment, lui décrocher son téléphone et appeler Xi Jinping, parce que apparemment ça ne se fera pas dans l'autre sens. Et là, c'est une énorme erreur de l'administration Trump, qui est en plus, je pense, liée à sa personnalité, c'est qu'il a été tellement agressif, provocateur dans ses propos, que en fait la seule issue en fait à cette dispute, c'est que soit lui, soit Xi Jinping perdent la face. Oui, or, c'est ça. On est en présence de deux mâles alpha. En plus de ça, d'un côté chinois, avec le concept de la face, avec la perte de face, qui est quelque chose qui ne peut pas se passer pour un président chinois. Donc, en fait, Donald Trump s'est enfermé dans un coin où c'est soit lui qui va en fait s'inventer l'histoire pour renouer la conversation avec Xi Jinping, soit il n'y aura pas de conversation. Voilà. Je partage totalement votre analyse, mon cher Laurent, et elle n'est pas très encourageante quant à la suite. Mais alors, justement, sans faire de spéculation, peut-être déjà vous questionnez sur ce qui ressort énormément de la part même dans les galaxies des patriotes français qui ont mis beaucoup d'espoir dans la politique de Donald Trump. Ce qui ressort souvent, et ça je m'étais dit parce que je l'entends un peu à tort et à travers, que vous questionnez, parce que vous connaissez parfaitement le sujet, sur, on regrette, on dit mais finalement depuis le début le problème c'est qu'on n'aurait jamais dû accepter la Chine dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, il y a maintenant un certain nombre d'années, et que c'est ça qui a déstabilisé totalement le système commercial. Et beaucoup sont, même en Europe, à considérer que c'était pas tant le ver dans le fruit, mais ça a profondément déstabilisé les relations. Non pas qu'ils aient voulu exclure la Chine, mais que ça n'aurait pas dû se faire comme ça c'est fait. Et ça... quelle est votre analyse sur ce point, Laurent Michelon? Oui, c'est une technique que je vois souvent et qui est assez facile à démonter. Ouais. C'est que d'abord, si on regarde le moment de l'entrée de la Chine à l'OMC, donc en 2001, dans la séquence, on va dire, regardons les États-Unis pour l'instant. Les États-Unis, en fait, la désindustrialisation des États-Unis
où la contribution du secteur manufacturier aux emplois aux États-Unis, puisque c'est ça qui compte en fait à la fin, c'est les emplois et la prospérité. Donc, si on regarde en fait la part du secteur manufacturier dans les emplois aux États-Unis, c'est en décroissance déjà depuis 1947. En 2001, la Chine ne contribue qu'à une petite, on va dire une perte supplémentaire d'emplois, mais c'est minuscule par rapport à la progression qu'il y a eu entre 1947 et 2001. Et avant ça, il y avait en 1994 le NAFTA, donc qui est cette espèce d'accord de libre-échange nord-américain, qui lui aussi a fait perdre énormément d'emplois aux États-Unis. Donc choisir comme ça, là on est encore en fait dans le même strabisme des médias et des commentateurs politiques européens, c'est qu'on choisit toujours un événement à une date, un temps X, et ensuite on ne regarde jamais la progression avant, ou on n'analyse jamais les causes qui ont mené à ça. Ouais. Donc là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les États-Unis, notamment Clinton et Bush, avaient dit, je le cite dans mon ouvrage, ils avaient dit à l'époque, en 1994, en 2000, ils avaient dit il faut absolument faire entrer la Chine dans l'OMC parce qu'il n'y a aucun État au monde qui a réussi à prendre le commerce, le capitalisme, en laissant les idées de la démocratie libérale à la porte. Donc c'est là qu'on voit qu'en fait l'objectif numéro 1 des États-Unis, l'hégémon anglo-américain, parce que l'Europe a suivi évidemment derrière, le plan c'était d'appâter la Chine grâce au commerce, au libre-échange, pour faire un changement de régime et faire d'elle une démocratie libérale. Ce plan a échoué, mais les États-Unis s'en sont rendus compte trop tard. Ils s'en sont rendus compte à peu près en 2017. Voilà. Donc, blâmer la Chine sur l'OMC, c'est, encore une fois, on va trouver le petit élément facile comme ça à critiquer, sans analyser la situation de l'emploi, sans analyser non plus le fait que les délocalisations, les 60 000 usines américaines qui ont été délocalisées en Chine depuis les années 80, 90, et je ne sais pas combien c'est en Europe, mais on ne doit pas en être loin, c'est pas les Chinois qui sont venus avec une baramine à la main en disant envoyez-nous vos usines, sinon ça va mal se passer. Ce sont nos élites économiques et politiques qui ont autorisé ça, qui ont encouragé ça pour augmenter les marges. Et là maintenant, et puis pour augmenter les marges, pour faire baisser la pollution industrielle, on a tout délocalisé en Chine et maintenant on blâme la Chine sur les conséquences de ce gaspillage, les conséquences de ces mauvaises politiques économiques. Donc c'est complètement, malhonnête de blâmer la Chine sur cette question. La Chine n'a rien pris à personne. La Chine a pris ce qu'on lui a donné et elle l'a fait prospérer. Donc maintenant qu'on dise chez nous, il faut qu'on change de politique économique parce que ça ne peut plus durer, il faut réindustrialiser. Tout ça, c'est des choses que la Chine entend et qu'à voir que la Chine ouvre à tour de bras des usines un peu partout en Union européenne, elle est prête à le faire, mais lui demander de réindustrialiser l'Europe tout en la blâmant systématiquement sur tous nos problèmes, ça ne peut pas aller. On ne peut pas à la fois demander de l'aide à quelqu'un et ensuite l'accuser de tous les maux dont on est responsable, en fait. Alors la cupidité, en effet, du système capitaliste occidental a fait qu'ils ont fini par scier la branche sur laquelle ils étaient assis. Ça, c'est évident. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une grande part de mépris des Occidentaux vis-à-vis des Chinois, hein, les fourmis, on rappelle Édith Cresson, Premier ministre de François Mitterrand, dans les années 80, dans les années 90 même déjà, traitant les Chinois de fourmis. Ce qui était plus sympathique. Exemple, les TGV. Hein, on s'était dit, les TGV, ils sont juste capables de faire de l'assemblage. De toute façon, ils ne sont pas en mesure de nous concurrencer sur ce sujet. Résultat, on a tout donné jusqu'à la technologie. Aujourd'hui, ils vendent, eux, l'équivalent des TGV dans le monde entier. Nous, on n'en vend plus. Ils sont d'ailleurs en panne, souvent les nôtres. Ça, est-ce que ce mépris aussi, on s'est pris à ce piège du mépris vis-à-vis des Chinois ? Bien sûr, il y a une condescendance, mais qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les critiques. Oui. Ce n'est plus. Il n'y a pas ce mépris chez les cadres d'entreprises occidentales, européennes, en Chine, chez les dirigeants non plus. C'est des gens qui, eux, comme ils travaillent sur le terrain, ils les connaissent. Les Chinois tout à fait capables d'innovation. On voit encore des articles du Wall Street Journal, du New York Times, qui titraient il y a encore 2 ans, la Chine est incapable d'innover à cause du communisme.
on se retrouvait avec des articles comme ça il y a 2 ans encore. Ouais. Maintenant, si on regarde le nombre de brevets déposés par la Chine et les vidéos qu'on peut voir sur Internet de tout ce qui est innovation chinoise, absolument dans tous les domaines, que ça va de l'armement jusqu'à des produits de consommation courante, parler d'incapacité d'innovation des Chinois, dans le meilleur des cas, c'est du racisme de bas niveau, quoi. Ouais. Mais voilà, donc, effectivement, il y a eu je pense qu'on s'est, en Occident, en Europe, parce que moi, surtout en France, c'est ça qui m'intéresse, on s'est un petit peu endormi au volant. On a pensé qu'on avait une avance technologique, et dont d'ailleurs je suis le premier à être très fier. Je voyais ces vidéos récemment des années 80 avec effectivement le TGV, donc on est le premier train à grande vitesse au monde. Moi, j'en parle tout le temps. J'en parle tout le temps aux Chinois, si on fait abstraction du Shinkansen japonais. Mais en Occident, on va dire, c'était la France qui était la première là-dessus. On a toujours notre propre industrie aéronautique. Donc, c'est quelque chose dont on pouvait être très fier, mais on s'est endormi sur nos lauriers. Effectivement, un certain nombre de sociétés ont peut-être donné trop facilement accès à la propriété intellectuelle. Tout ça, il n'y avait pas. Enfin, je veux dire, les Chinois n'ont jamais forcé. C'est vrai qu'il y avait l'accès à la propriété intellectuelle faisait partie des contrats de transfert de technologie, mais il n'y avait pas d'obligation pour nous à accepter tous ces termes. On aurait pu très bien dire non, finalement, si c'est comme ça, on va pas faire nos trains ou nos voitures moins chères, on va continuer à les faire chez nous, parce qu'il y a un danger que ces transferts de technologie finissent par se retourner contre nous un jour. Et c'est d'ailleurs ce que font les Chinois aujourd'hui. Xi Jinping, il y a quelques mois, a dit il est hors de question que la Chine, maintenant qu'elle est montée dans la chaîne de production et qu'on ne fait plus que on ne fait pas des produits de moyenne ou de basse valeur ajoutée, donc aussi de la haute valeur ajoutée, il est hors de question de délocaliser nos petites industries polluantes, de nos petites industries qui ne sont pas rentables. Il faut garder notre outil industriel de la petite entreprise à la société de haute technologie. Il est hors de question de délocaliser parce que nous ne ferons pas l'erreur qu'a fait l'Occident. Voilà. Donc, si les Chinois sont capables de prendre cette décision aujourd'hui, on aurait dû être capable de la prendre, nous, il y a 30 ou 40 ans. Merci Laurent. Je lisais une question d'un auditeur qui n'était pas une question, plutôt une affirmation qui est intéressante d'ailleurs, qui tend à me tacler un peu sévèrement, mais je pense que je lirai ensuite cette question. Justement sur les EPR, sur le nucléaire, on peut quand même constater que c'est pareil, c'est même pire là, c'est même pas qu'on s'est endormi sur nos lauriers avec le nucléaire, c'est qu'on a clairement voulu, quand on voit, en effet, je parlais de Madame Voynet qui est mise à la tête par Emmanuel Macron dans son en même temps perpétuel, à la tête d'une agence de sécurité sur le nucléaire, et dont on sait l'action délétère qui fut la sienne, qui fut celle des écologistes, pour une misérable alliance politique de la gauche dite plurielle. Rappelez-vous les éléments de langage de l'époque avec Lionel Jospin. Bon, ben là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, pendant des années et des années, se dire on va arrêter le programme nucléaire, et puis le reprendre comme ça. C'est une honte. C'est la honte, quand même, pour la France qui se passe, là. À Flamanville, c'est tous ces incidents. Et on dit et on prétend qu'on va reconstruire fabriquer de nouveaux réacteurs. Mais comment va-t-on faire ? Il faudra demander aux Chinois de venir nous aider. Bah oui, non mais voilà, j'attendais la réponse, voilà. J'attendais la réaction. Ouais. C'est malheureux à dire, mais on en est là, parce que les Chinois, effectivement, n'ont pas arrêté de faire évoluer la technologie. Et maintenant, ils font aussi des réacteurs nucléaires de nouvelles technologies qui n'ont pas d'uranium comme matériau fissile premier. Ils utilisent d'autres, alors je suis vraiment pas spécialiste là-dessus, mais ils utilisent une matière première qu'ils ont en abondance chez eux. Et si cette technologie marche, et apparemment au stade du test elle marche, les Chinois sont assis sur, je sais plus, c'était 30 000 ans d'autonomie électrique avec une population d'1,4 milliard. Donc voilà, ils continuent à travailler, et nous, effectivement, nos écologistes font fermer à tour de bras des EPR, et donc maintenant on n'a plus de technologie. Et ce qui est terrifiant, c'est de voir que cette escrologie marche même en Asie. C'est-à-dire qu'on a l'exemple de Taïwan, où Taïwan a fermé ses 4 centrales nucléaires sur la même raison, pour des raisons écologiques. Donc on voit vraiment que cette espèce de cancer mental qu'est l'écologie
va même contaminer des Chinois en Asie, Oui. les Taïwanais. Oui, bon, et c'est tout à fait exact. Alors, cet auditeur, je vais le lire, on ne va pas le commenter parce que en plus c'est relativement complexe comme remarque. Je peux lui dire en tout cas que je lui répondrai, je vais le garder précieusement. À propos du nucléaire, nous dit cet auditeur, comme je vous l'ai exprimé, cher animateur, je parierais, qu'est-ce que je raconte? Je parierais que quand nous en serons encore à nous demander s'il faut construire des petites ou des grosses centrales nucléaires, l'Allemagne sera autonome sans nucléaire, avec des énergies alternatives et aura arrêté le charbon. D'ailleurs, regardez les chiffres du charbon, ils ne sont pas ce que notre coq déclare. Et vive le catastrophisme éclairé. Donc là, il parle de Jean-Pierre Dupuy, qui est un disciple de René Girard. Et si une centrale pète, êtes-vous certain que nous serons bien accueillis partout et qu'il fera bon y vivre? Sentiment synergique, Jean-Pierre. Eh ben, écoutez, je prends bonne note de cette remarque et je vais continuer avec vous peut-être, Laurent Michelon, c'était une de mes observations de départ avant d'engager la conversation avec vous. Laurent Michelon, sur l'Occident, et entre autres sur un commentaire libre de votre ouvrage, justement, pour comprendre les relations Chine-Occident. Est-ce qu'on peut encore parler d'un Occident aujourd'hui dans sa relation avec la Chine quand nous apprenons que les Européens, qui se sont sentis à un moment donné la cible, tout comme les Chinois, de la guerre commerciale déclarée au monde entier dans un premier temps par Donald Trump, se disent, et j'apprends incidemment dans la presse qu'une délégation d'Européens, alors je ne sais pas si ce sont des États ou plutôt justement à nouveau des fonctionnaires de la Commission de Bruxelles, se rendrait la semaine prochaine pour échanger avec la Chine, puisque la Chine, par quelques nombreux appels du pied à l'Europe, propose aux Européens de résister avec eux contre l'hégémonisme américain. Alors oui, ça c'est vraiment c'est une méta-question. Hein. Qu'est-ce que l'Occident? Est-ce qu'il y en a un seul? J'approche cette question dans mon ouvrage quand je dis que la, la France et, je dirais, l'Europe du Sud ne fait pas partie de cet Occident, de l'Occident tel qu'on le décrit actuellement, que le concept d'Occident a été piraté par, on va dire, les anglo-américains, avec une dimension religieuse là-dessus en plus, à laquelle nous n'appartenons pas. C'est une sphère anglo-saxonne, anglo-américaine, à laquelle nous n'appartenons pas, nous, en Europe du Sud. Et on est de plus en plus pollué et amalgamé à cet Occident qui fait des choses en notre nom et qui nous cause beaucoup de tort. Et là, on peut parler d'absolument tous les théâtres d'opération, que ce soit l'Ukraine, que ce soit la Palestine, que ce soit l'Asie. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au nom de l'Occident, à laquelle nous, en tant que Français, Européens du Sud, nous ne devrions pas être associés. Donc ça, c'est la première remarque. Donc effectivement, maintenant, on voit une certaine dichotomie entre l'Union européenne et les États-Unis. Moi, j'y vois plutôt une dispute entre tauliers, c'est-à-dire que le taulier actuel de l'Union européenne fait toujours allégeance à l'administration Biden. Il n'accepte pas le changement de patron. Ça devrait changer bientôt. Je pense que l'administration Trump va s'employer en tout cas, faciliter les changements de gouvernement en Europe. Ce ne sera pas facile, mais on voit déjà que Orban, Meloni, ce sont des gens qui... alors bon, Meloni, on peut beaucoup la critiquer, mais on va dire qu'elle est on va dire plutôt dans le camp souverainiste, où elle l'était en tout cas jusqu'à un certain temps. Et donc, effectivement, une fois que les Macron et les Starmer seront partis, on aura peut-être, on va dire peut-être une nouvelle lune de miel entre les États-Unis et l'Union européenne. Oui. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que là, en ce moment, on a une opportunité, aussi bien au niveau des États que de l'Union européenne, de se rapprocher de la Chine. Parce que, effectivement, les États-Unis, pour l'instant, nous tournent le dos. Les discours de J.D. Vance à Munich ont choqué absolument tout l'establishment européen. On a brûlé tous les ponts avec la Russie. Donc finalement, il ne nous reste plus que la Chine qui, heureusement, nous tend encore la main pour faire du commerce. Et on voit d'ailleurs que c'est quelque chose qui tourne un petit peu dans l'esprit de l'administration américaine, parce que le ministre du Trésor, Scott Bessent, a bien dit
il n'est pas question pour l'Union européenne de penser se rapprocher de la Chine, parce que ça serait vraiment vous passer la lame de couteau sur la gorge vous-même. Et ça, il disait ça parce que cette semaine arrive à Pékin le président espagnol Sanchez. Ouais. Emmanuel Macron est prévu pour la fin de l'année. Et la délégation dont vous parlez, je crois, je ne suis pas sûr que ce soit, à moins que ce soit une délégation différente, mais effectivement, il y a un voyage de von der Leyen et d'un certain nombre de chefs d'État européens qui est prévu à Pékin, mais apparemment, ce n'est pas avant juillet. D'accord. Ce qui sera un peu tard. Mais on voit vraiment que von der Leyen est allée aux États-Unis, puis elle s'est pris elle a parlé en tout cas avec Trump, et Trump lui a dit non, les droits de douane vont rester en place. Et donc maintenant, il faut se retourner effectivement vers la Chine. Donc c'est du pur opportunisme. Est-ce que pour autant elle va lâcher sa politique de dérisquage dont elle a la bouche pleine en permanence vis-à-vis de la Chine? Je l'espère. Jean-Noël Barrot était à Pékin récemment, la semaine dernière, pour dire, il a fait une déclaration en disant que ce n'est pas la peine de rentrer dans une guerre commerciale. Alors il disait ça pour protéger les cognacs français, en oubliant que c'était une riposte chinoise à la taxe sur les véhicules électriques chinois. Et qu'est-ce qu'on apprend ce matin? C'est que l'Union européenne et la Chine entrent en négociation pour en fait reparler de ces droits de douane de 35% sur les véhicules électriques chinois. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle dans le sens où l'industrie de l'automobile européenne s'était déclarée contre ces droits de douane, en disant ça va déclencher une guerre commerciale. Toutes les marques européennes, ou presque, sont en joint venture avec des groupes automobiles chinois, donc ils ont accès à un certain nombre de technologies, de certaines techniques sur la chaîne de production, et ils disaient si jamais on rentre en guerre économique avec la Chine, on va être coupé de toute cette innovation chinoise. Donc les grands groupes européens étaient contre. La communauté européenne, enfin l'Union européenne est passée outre. En fait, elle s'est auto-saisie pour faire une enquête sur les véhicules électriques chinois. Et c'était ce qui était en fait du pur suivisme. Je pense qu'on en avait parlé ensemble dans une émission précédente. C'était du pur suivisme des États-Unis qui, eux, avaient décidé d'imposer 100% de droits de douane à l'époque de Biden sur les véhicules électriques chinois, en sachant qu'ils n'en importent aucun. Donc c'était une mesure totalement hypocrite de la part des États-Unis qui était destinée à faire pression sur l'Union européenne. Donc là, on voit que finalement, au bout de 6 mois plus tard, ces droits de douane heureusement, ne sont pas appliqués. Et il est question de les annuler, ce qui veut dire que la Chine va annuler ces mesures de rétorsion sur les cognacs français, et on va peut-être revenir à une situation de saine compétition où les grands groupes européens, qui n'ont pas peur de la compétition chinoise, vont pouvoir baisser les prix, donc le consommateur devrait être content, et innover un petit peu plus. Voilà. C'est inextricable cette situation, franchement, des vins et spiritueux français. Alors déjà avec les Américains, mais c'est complètement ahurissant cette histoire, quand on sait qu'en plus, moi je considère qu'il n'y a jamais eu de problème commercial entre la France et les États-Unis. Il y a certainement un problème commercial entre les États-Unis et l'Europe, avec en effet un déficit commercial qui à un moment donné n'est pas tenable. Mais avec les Français, c'est quelques centaines de millions ou quelques milliards à peine. Enfin, c'est tout à fait ridicule. Et que Mme von der Leyen ait pris en otage nos bons cognacs et l'ensemble de nos vins et spiritueux est une honte. Tout ça pour protéger un whisky, pour taxer un whisky du Kentucky. Mais de quoi? Mais bon, voilà, moi ça j'avoue, je donne un point de vue personnel quelques secondes. Je suis affligé en tant que Français de voir ce président français qui ne devrait même pas se mêler vraiment de ce sujet et devrait faire ce qu'avait demandé Trump au début vis-à-vis des États européens. On négocie les uns avec les autres sans passer par la Commission de Bruxelles et il n'y aurait jamais eu de problème entre les États-Unis et la France parce que justement, et de toute façon, vu le peu d'industrie qui nous reste, franchement, on risque pas de faire des gros excédents avec qui que ce soit. Aujourd'hui, c'est assez résiduel tout ça. Un auditeur de prestige en plus qui nous écoute le samedi matin, qui me fait une observation, une remarque, donc je fais tout de suite un mea culpa, je me suis trompé. Les propos d'Édith Cresson sur les fourmis faisaient allusion aux Japonais et non aux Chinois. Dont acte, cher auditeur, je me suis trompé. Donc je fais le correctif immédiatement. Non, mais c'est très bien parce que ça rappelle ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, cette condescendance envers les Chinois existait déjà dans les années 80 envers les Japonais. Oui. On est sur le même modèle, en fait. Oui, donc quelque chose qui serait de l'ordre d'une forme de racisme, justement, dans ce cas-là, c'est ce que vous disiez d'ailleurs, oui, exactement. Oui, non. Alors on continue cet échange tout de suite après ce court bobino.
Aidez votre radio, bien sûr, Radio Courtoisie. Nous sommes la dernière des radios associatives. Nous ne vivons que de vos dons, le don du temps, de l'énergie des patrons d'émissions, des bénévoles et du don de vos dons. C'est votre radio, voilà. Ça, c'est essentiel. Et on le rappelle aussi en tant que géopolitique profonde dans ce livre journal de géopolitique profonde. Alors, nous continuons cet échange avec Laurent Michelon, comprendre la relation entre l'Occident et la Chine qui en est à un tournant, indéniablement. Alors, ce tournant, justement, comment, si on faisait un petit peu de prospective sur l'avenir, comment le voyez-vous, cet avenir entre l'Amérique, qui aujourd'hui, en effet, s'est un petit peu mis dans son coin, hein, pour ne pas employer à nouveau un anglicisme, et la difficulté qui va être celle, en effet, des Américains de sortir de ce piège dans lequel ils se sont eux-mêmes précipités. Alors, si vous aviez des conseils, voilà, si vous aviez, puisque vous êtes, hein, si vous aviez des conseils à donner justement à Donald Trump. Alors, j'ai pas de conseils à donner à Donald Trump, mais si on regarde l'actualité américaine de ces derniers jours, je pense que dans les jours qui viennent, les États-Unis doivent voter un budget. Et ce budget, ils ont un peu de mal d'ailleurs. Pardon ? Ils ont un peu de mal d'ailleurs. Il semblerait qu'au sein des rangs républicains, ça coince. Exactement, exactement. Donc c'est pas sûr que ça passe. Et en fait, ce dont il s'agit, c'est de demander énormément d'argent en fait pour pouvoir en fait, on va dire, compenser ce qui arrive aux États-Unis. C'est-à-dire que si les droits de douane, si ça prend 3 mois à être négocié avec la Chine, qu'il n'y a pas de négociation et qu'on en reste vraiment, là où on en est, la première chose qui va se passer aux États-Unis, c'est une inflation. Puisqu'ils ne vont pas s'arrêter d'importer. En plus, il faut voir que les États-Unis importent, ce qu'ils importent de Chine, c'est des biens de grande consommation. Donc, c'est ce qui va être impacté en premier s'il y a un découplage entre les États-Unis et la Chine, c'est le consommateur américain. Tout de suite, qui va avoir les étagères vides, son choix se réduire et les prix augmenter. En Chine, je ne dis pas que ça causera pas de problème, mais la Chine, ce qu'elle importe des États-Unis, c'est des produits intermédiaires, en fait. C'est-à-dire, elle importe de l'énergie, elle importe des polymères, elle apporte des puces de semi-conducteurs pour faire des produits qu'elle revend aux États-Unis ensuite. Donc, en Chine, s'il y a un découplage, ce sont les sociétés qui font des produits de grande consommation qui revendent aux États-Unis qui vont être impactées. Donc, l'impact sur le peuple, lui, c'est pas pour demain en Chine. Alors qu'aux États-Unis, ça va être tout de suite au niveau des prix, au niveau de l'offre, et également les sociétés, les petites et moyennes entreprises qui font venir tous leurs produits de Chine, qui ne trouvent pas d'équivalent au Vietnam, qui ne trouvent pas d'équivalent en Inde, et les grandes sociétés, puisqu'il y a Apple, Microsoft, Nvidia et tout ça, qui font absolument tout venir de Chine, et qui donc, c'est les premiers qui vont être impactés. C'est-à-dire qu'un iPhone va passer à $3 000. Voilà. Donc, la première chose qui va se passer aux États-Unis, c'est une forte inflation. Or, la seule façon de pas que ça se transforme pas en colère sociale, c'est de pouvoir déréguler le secteur de l'énergie aux États-Unis pour faire baisser le prix du gaz et du gasoil. Donc ça ferait baisser la note de facture des Américains. Donc c'est ce qui est inclus dans la discussion du budget actuellement, et également de faire une baisse des taxes sur la taxe sur le revenu en fait des Américains, puisque c'est ce que propose Donald Trump en fait, de faire une baisse permanente sur les impôts sur le revenu des Américains. Et pour ça, il faut de l'argent. Si on fait baisser les revenus fiscaux, il faut demander de l'argent au Congrès. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Si ce budget ne passe pas, là, l'administration Trump se trouve face à un vrai problème parce que elle a déclenché les hostilités. Il y a une inflation de 5% qui lui tombe au nez à la fin de l'année, sans pouvoir rien présenter en contrepartie au peuple américain. Donc, j'ai pas de conseil à lui donner, à part peut-être de ravaler son orgueil d'une manière ou d'une autre. Il doit avoir des conseillers pour ça, et de faire une désescalade, parce que la désescalade ne viendra pas du côté de la Chine. La Chine peut, depuis 2018, parce qu'il faut se rappeler que la première guerre commerciale qu'a déclenché Trump, c'était en 2018, lors de son premier mandat. Et la Chine, depuis 2018, elle n'est pas restée assise sur ses mains en espérant que ça n'arrive plus. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a cherché des débouchés.
Elle s'est préparée. Ce n'était pas le cas des Européens. Nous, on s'est préparé à rien du tout. Contrairement aux Européens. Et maintenant, les États-Unis, c'est 2% des exports chinois. Donc, elle peut s'en passer. Et là, on voit Xi Jinping qui va en Asie du Sud-Est pour vraiment bétonner avec le Vietnam. Et on voit en plus que la relation que entre la Chine et le Vietnam sur le domaine économique, qui était notamment en fait d'utiliser le Vietnam comme plateforme de réexportation vers les États-Unis, justement pour éviter tous ces droits de douane. Ouais. Le Vietnam, la première journée où Donald Trump a annoncé des tarifs pour tout le monde, le Vietnam a dit nous on prend 0% sur les importations en provenance des États-Unis, et donc en contrepartie, les États-Unis nous donnent 0%. Ce qui veut dire qu'en fait, la Chine peut continuer maintenant d'utiliser le Vietnam comme plateforme de réexportation, au même titre que le Mexique, au même titre que le Canada, vers les États-Unis. Donc le problème n'a pas été réglé pour les États-Unis, et par contre la Chine continue d'avoir plusieurs on va dire, avenues d'exportation vers les États-Unis. Et on voit d'ailleurs les marques chinoises installées aux États-Unis, elles ont dit nous, soit on ferme boutique, soit on augmente les prix. Voilà. Donc Laurent Michelon, j'ai reçu au moins à 2 reprises, là, sur différents formats cette semaine, des experts de tout niveau et surtout de toute obédience sur ces sujets. Et je note par exemple que quelqu'un comme Charles Sana du site Insolentiae, lui dit de toute façon l'Amérique n'avait pas le choix. Si l'Amérique veut se réindustrialiser, elle n'avait pas d'autre choix que d'augmenter les barrières douanières, et en sens inverse, le discours européen ou le discours de Macron est un discours vide de sens, parce que prétendre retrouver une souveraineté industrielle sans en payer, même si c'est vrai, les conséquences, et d'ailleurs Trump le dit, ça va vous coûter. Il faut, les Américains m'ont élu, la classe travailleuse m'a élu pour de véritables emplois, pour une industrie qui renaisse, et donc je n'ai pas le choix pour protéger mes ouvriers, pour protéger mes entreprises, que d'imposer ces droits de douane. Et ça, est-ce que à un moment donné, la Chine ne devrait pas quand même le prendre en considération, parce que sinon, je ne sais pas comment ça se terminera. Je ne suis pas persuadé qu'il soit si serein que cela, nos amis chinois, parce que évidemment l'Amérique peut, même si elle s'est déjà tiré une terrible balle dans le pied, mais ça c'est pas de la faute de Trump, c'était Biden, en jetant carrément la Russie dans les bras de la Chine. On ne pouvait pas faire erreur plus grossière. Quand vous parlez des produits intermédiaires, hydrocarbures et autres, c'est pas compliqué. Si les Américains ne veulent plus en donner, ou que c'est trop cher, ils se tourneront vers les Russes, et puis c'est tout. Donc ça aussi, ça va compliquer la tâche de Trump. Mais est-ce que vous entendez? Et sinon, même si vous rechignez à vouloir conseiller Trump, comment peut-il à la fois tenir ses promesses, et surtout vraiment sa victoire, il la doit à ce que Guy lui appelle la working class, qui ne veut pas mourir aux États-Unis. Comment peut-il justement conforter cet électorat et sans, à un moment donné, rentrer dans une guerre commerciale, comme si finalement il n'a pas réellement le choix? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, il a des choix, et d'ailleurs, son prédécesseur avait déjà commencé à développer ses choix, notamment de forcer la main. Vous avez fait un anglicisme. Ah bon, j'ai fait un anglicisme. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez fait un anglicisme. C'est Lara qui... Working class. Ah oui, non, c'est pas un anglicisme, c'est l'expression de Christophe Guilluy. Oui, working non, mais class. C'est quand même un anglicisme, tout ça se traduit. Vous êtes culotté. Respectez la radio, s'il vous plaît. Bon, voilà. La seule radio de la francophonie, il faut quand même... Voilà, bon, merci beaucoup. Entendu. N'oubliez pas les sous. Oui, ça sera l'autre cochonnet. Je vais faire attention, moi aussi, alors. J'allais en sortir. Donc, l'administration Biden avait déjà commencé à tordre le bras à ses alliés. Alliés, par exemple, Taïwan, en demandant que Taïwan délocalise, investisse, en fait, des usines de semi-conducteurs vers les États-Unis. Oui. Ce que Taïwan a accepté, bon gré mal gré, de faire, mais également... on voit que la Chine, le Japon, la Corée du Sud ont le projet, et ça a été rapporté par la banque Citigroup,
ont le projet d'investir, je crois, c'était plus de 2000 milliards de dollars US aux États-Unis. La banque Citigroup disait on a des demandes de transfert pour des investissements de sociétés chinoises à plus de 1000 milliards, mais également japonaises, coréennes. Donc on voit les Taïwanais. Et en fait, il y a eu un bond en investissement étranger indirect vers les États-Unis qui sont dus justement à ce tordage de bras que les États-Unis ont fait sous l'administration Biden à Taïwan, mais également à des pays comme l'Allemagne et à des pays comme la France, avec cette mesure qui est j'ai oublié le nom, là c'est obligé d'être en anglais, Inflation Reduction Act. Voilà, c'est qui est en fait une mesure des États-Unis pour encourager, on va dire, les industries européennes et asiatiques à venir investir sur le territoire américain. Donc cette réindustrialisation, elle allait revenir petit à petit. Le problème, c'est que ça ne va peut-être pas assez vite. Et dans le cas, par exemple, de TSMC, la société taïwanaise qui fait des semi-conducteurs, ça fait 4 ou 5 ans que ça dure. Et c'est la société TSMC elle-même qui dit mais on ne trouve pas d'ingénieurs en nombre suffisant aux États-Unis pour travailler chez nous. Donc on fait venir des Taïwanais. Et évidemment, les hommes politiques aux abois comme ça utilisent en disant mais qu'est-ce que c'est que tous ces Chinois qui débarquent chez nous pour travailler? C'est des Chinois, oui, mais c'est des Taïwanais. Mais le problème, c'est que ça montre du doigt le problème aux États-Unis de l'éducation. Je pense donc c'est 20 ans là. Donc là, ils ont 20 ans. Il faut 20 ans pour changer quelque chose sur ce sujet. Pareil pour l'Europe. Exactement. Et donc, il faut faire une. Et donc, c'est ce qui explique en fait que ce soit républicain ou démocrate, la sinophobie, c'est le seul sujet sur lequel ils sont absolument d'accord. Oui. Parce que c'est la seule porte de sortie, c'est de faire de la sinophobie. Si on n'en fait pas, on n'est pas élu aux États-Unis. Alors, néanmoins, il y a une différence entre le MAGA et puis les démocrates, c'est le fait que Trump considère qu'il faut mettre fin au dogme du libre-échange parce qu'au-delà de cette guerre entre la Chine et les États-Unis, il y a aussi le dogme du libre-échange. Et on sait bien que le discours était rodé du côté des démocrates et des mondialistes, qui était de dire de toute façon, et là on va aller sur le versant maintenant financier et boursier, si vous déclenchez une guerre commerciale, vous allez avoir des conséquences catastrophiques sur les systèmes financiers, sur les marchés obligataires. On se pose la question, vous allez peut-être nous répondre, à savoir est-ce que c'est bien la Chine qui est derrière la vente d'un certain nombre de bons au trésor qui a fait augmenter très fortement les bons au trésor à 10 ans américains. Et alors, quand on a une dette aussi considérable que celle des États-Unis, c'est inquiétant. Est-ce que c'est un avertissement de la Chine? Comment interpréter justement ces fluctuations boursières par rapport à la guerre commerciale, Laurent Michelon? Alors, ces fluctuations boursières, elles sont auto-infligées par l'administration Trump. Effectivement, après, on peut dire les bons du Trésor américain qui ont été vendus récemment, alors ce sont des rumeurs pour l'instant, il n'y a aucune preuve de dire qu'effectivement, caché derrière le Luxembourg et la Belgique, Clearstream et j'ai oublié l'autre, Euroclear et Clearstream, caché derrière ces deux entités, en fait, il y a la Chine qui a acheté des bons du Trésor en quantité et qui maintenant les vendrait. Mais on sait aussi qu'il y a le Japon qui en a vendu énormément et qu'il n'y a pas de raison que les Européens n'en vendent pas non plus. Donc pour l'instant, on ne sait pas qui en Europe a vendu ces bons dans les derniers jours, mais il est clair que les gesticulations de Donald Trump à changer de politique tous les 3 jours ont déstabilisé en fait le marché boursier mondial. Donc voilà, de dire c'est la Chine qui est cachée derrière, c'est possible, mais on sait aussi que les Japonais l'ont fait et on sait que les Européens ont toutes les raisons de le faire. Donc je dirais faire de la surenchère dans la sinophobie, pointer la Chine comme responsable de ça encore, ça montre bien que l'administration Trump, que Trump est très mal entouré et que c'est en fait un petit peu ce qu'ils appellent c'est le tour de magie unique qu'ils ont dans leur sac, c'est toujours dire c'est la faute de la Chine, comme avant c'était la faute de Poutine. Oui, voilà, ils ont changé de bouc émissaire. Alors, et puis alors justement les BRICS, l'amélioration des relations la très nette amélioration des relations entre la Russie et la Chine fait, me semble-t-il, aborder cette guerre commerciale dans des positions très favorables, justement, les Chinois par rapport aux Américains.
Oui, les Chinois, alors, il faut être honnête, ça va faire mal à tout le monde. Si vraiment guerre commerciale il y a et que le commerce s'arrête entre les deux, ça va faire mal à la Chine aussi. La Chine n'était déjà pas, on va dire, n'était pas dans une forme resplendissante, hein. Ça fait plusieurs années qu'elle a une croissance qui est bloquée à 4,5%. Oui. Il y a énormément d'usines qui ont fermé, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pas se dire à qui ça va faire le plus mal. Ça, c'est un petit peu infantile. La question qu'il faut se poser, si on connaît bien une société occidentale, ultra-libérale, ultra-consumériste, et si on connaît bien la Chine, la question c'est qui peut supporter le plus longtemps La possible une résilience. situation perdant-perdant, la résilience, perdant-perdant. Moi, je ne parierais pas sur une société ultra-libérale, ultra-consumériste américaine, occidentale. C'est sûr. Je pense que vous avez peu de chances de vous tromper sur ce sujet. On m'apporte des questions petit à petit. Il faut que je les lise avant parce que je vois des mots. Alors, oui, ça c'est plus que probable. Après, vous avez tous ces. On voit bien que ce qui se passe sur les négociations, même si c'est pas votre domaine de prédilection, Laurent, néanmoins, je vous connais, je sais que vous avez votre avis et une capacité d'analyse sur l'ensemble des phénomènes mondiaux, géopolitiques et géostratégiques. C'est pas sans incidence sur justement ce qui va se passer avec la Chine que les négociations en cours, que ce soit à Riyad, que ce soit à Istanbul, entre les Américains et les Russes, et puis ce qu'ils appellent, alors je suis désolé, le paquet global, hein, ils appellent ça évidemment dans le bargain, alors quel mot horrible, global, enfin en tout cas comme quoi les sujets en jeu, il n'y a pas que l'Ukraine entre les Russes et les Américains, mais il y a aussi l'Iran, il y a aussi tout ça. Est-ce que cet ensemble... Est-ce que Trump essaie aussi d'actionner des leviers géostratégiques et politiques justement pour contrarier la Chine et gagner cette guerre, in fine? Absolument, parce il faut avoir à l'esprit la tactique américaine depuis 1945, c'est quand la coercition économique et financière ne marche pas, directement derrière, c'est les porte-avions qui arrivent et les bombardiers. Donc, il faut garder à l'esprit, et c'est très inquiétant, Ouais. mais c'est que si Donald Trump ne parvient pas à tordre le bras à Pékin sur cette question des droits de douane, eh bien, il faut voir venir une provocation, quelle qu'elle soit, sur un théâtre d'opération plus ou moins éloigné de la Chine. Ça pourrait être à Taïwan, ou en tout cas dans la région. Ça peut être également en Iran. On sait que l'Iran est menacé par le partenaire moyen-oriental des États-Unis. Et là, la question, c'est que ferait la Russie et que ferait la Chine dans le cas d'une agression militaire sur l'Iran. Alors, si Poutine aurait dit ça sera la troisième guerre mondiale. Je ne sais pas si réellement c'est très sérieux. Je ne sais pas. D'après vous? Il y a des chances parce que c'est vraiment le dernier pion, on va dire, enfin, dans ce qu'on appelle l'axe de la résistance, c'est le dernier pion, l'Iran, en dehors de la Russie et de la Chine elle-même. Donc, si la Chine et la Russie ne réagissent pas d'une manière ou d'une autre à une attaque sur l'Iran, elles se tirent une balle dans le pied, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'avertissement possible avant la Troisième Guerre mondiale. Donc, je pense qu'il faudra intervenir pour la Chine d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément avec pour utiliser l'expression favorite de notre président, des troupes au sol, mais ce sera probablement par des ventes et de l'entraînement sur du matériel militaire de très haute technologie chinois. J'entends même que ça a déjà été utilisé au Moyen-Orient, il n'y a pas si longtemps que ça, du matériel chinois pour stopper une agression sur l'Iran. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que cette espèce de dispute absolument infantile sur les droits de douane, si elle ne donne pas satisfaction à Trump, connaissant le personnage, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est son entourage aussi, connaissant le personnage, il ne fera pas marche arrière, et donc il y aura de la surenchère, et donc
ce ne sera pas sur le domaine commercial, ce sera sur le domaine militaire, ce qui est encore plus inquiétant. Je ne suis pas sûr. Moi, là, je ne suis pas persuadé, Laurent, que vous ayez... Enfin, en tout cas, intuitivement, j'ai l'impression que le personnage Trump m'insécurise beaucoup moins que ceux qui étaient derrière le sénile Biden. Et que ces gens sont, eux, étaient capables du pire. Je ne suis pas sûr. Je pense que les 4 ans de la première présidence Trump ont montré justement que le bonhomme ne voulait absolument pas cette guerre-là, la guerre militaire. Et qu'il, je le pense, en effet, est relativement coincé actuellement. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est un homme qui reste un homme de bon sens et qu'il n'ira pas au-delà et qu'il tente du bluff parce que c'est un bluffeur, parce que c'est un Yankee, parce que c'est un Américain. Il joue au poker face à des gens qui jouent soit au jeu de Go pour les Chinois, soit au jeu d'échecs pour le maître du Kremlin. Mais je ne sais pas. Oui, allez-y. Quid du Yémen. Quid du Yémen alors? Parce que c'est quelqu'un qui nous avait dit qu'il ne déclencherait plus de guerre, qu'il allait faire rentrer les boys à la maison, et puis on se retrouve avec le Yémen. C'est une guerre en cours, le Yémen. C'est une guerre en cours. Oui, c'était une guerre qui avait plus ou moins commencé, oui. Mais je pense qu'il a derrière lui des gens qui ne sont pas les mêmes que ceux qui avaient derrière Biden, mais qui sont des gens qui essaient de le pousser dans une direction ou dans une autre. Et voilà, je pense qu'on n'aurait pas cette discussion sur l'Iran si il était réellement libre de ses mouvements. Oui, non, mais pas nécessairement pas tort. Un auditeur, cette nouvelle guerre mondiale commerciale pour que s'exterminent entre elles les populations dangereuses pour ce système financier mondial, n'est-elle pas la preuve que la guerre, alors là, oui, il veut dire que la guerre militaire n'est plus possible à cause des armes nucléaires. N'est-ce pas ce qu'avait prévu Marx, une fédération universelle des communautés des êtres, grâce au surdéveloppement des sociétés de l'avoir du capitalisme, qui arrive à sa fin par autodestruction? C'est une question des plus savantes. Mais en tout cas, est-ce que justement, je vais isoler au moins un élément de cette question, l'arme nucléaire est quand même quelque chose, on est entre puissances nucléaires, là, dites donc, hein, la Chine, c'est quand même, est-ce que ce n'est pas une limite à la guerre, justement, pour les Américains eux-mêmes? Ils ont des missiles hypersoniques, hein, on est d'accord. Les Chinois, ils maîtrisent aussi la technologie hypersonique, je crois, Laurent, non? Ah oui, tout à fait. Et ils la vendent en plus. Ils la vendent notamment à l'Iran. Non, le problème de l'arme nucléaire, c'est que la Chine a une politique de non-utilisation en premier. Donc, ça la place en faiblesse par rapport à des États qui, eux, l'utiliseraient en premier. On sait que les États-Unis font partie de ces pays qui n'ont pas été. Alors, ça les gêne d'autant moins que c'est en Asie. Donc, je pense que la Chine va devoir peut-être, comme la Russie, changer revoir sa doctrine nucléaire, d'engagement. Eh ben, dis donc, qu'est-ce que me dit cet auditeur Nicolas Ra? C'est amusant. C'est la contraction de Nicolas et de Lara. C'est original. Merci Bernard. Nicolas Ra, bonjour et honneur à votre bravoure et à votre contribution au dévoilement de la vérité. La vérité accuse, disait Juvénal. Je partage vos agacements, le terme est gentil, à l'égard de cette lèpre européiste politicarde, hexagonale, aussi légitime, totalitaire et corrompue qui œuvre au pourrissement des peuples. Les temps sont malodorants, nos narines délicates. C'était le docteur Destouche qui disait « La merde a de l'avenir, vous verrez qu'un jour, on en fera des discours. » Oui. Je pense que, quand même, pour aller peut-être approfondir cette question de comment le monde a pu basculer quand même aussi rapidement, et je pense que la cupidité et la corruption des élites occidentales y est quand même pour beaucoup. Et qu'en effet, vous avez raison, personne n'a forcé les Chinois à devenir la première puissance industrielle mondiale. Et ce n'est pas eux les principaux responsables. Je pense qu'en effet, c'est pareil, le fait de donner des brevets, le fait de s'entendre, de s'arranger tout en méprisant, c'est aussi toute cette oligarchie finalement, qui est la principale responsable d'un monde qui en effet est déséquilibré, on va pas le nier. Un monde où il n'y a pas d'équilibre entre les puissances est un monde déséquilibré de toute façon. Mais la faute à qui?
pas la faute à la Chine. Non, absolument pas. La Chine a été instrumentalisée dans on va dire la planification des globalistes, en fait. Hein. La Chine était un pion, une pièce majeure dans l'échiquier des globalistes. Mais comme le disait d'ailleurs, et ce qui est intéressant, c'est que J.D. Vance, la semaine dernière, a fait un discours où il admettait ça. Il disait la globalisation n'a pas donné les résultats escomptés. Elle a eu des effets pervers, et notamment les effets pervers, c'est qu'il y a des pays en développement qui nous ont dépassés. Donc on voit qu'en fait, le plan des globalistes était de, euh, en fait, de garder en fait l'avance sur les pays développés en les faisant travailler pour des biens de consommation courante à valeur ajoutée moyenne, pendant que l'Occident, lui, continuait à rester sur le haut du panier. Et ça, c'est ce qu'on voit bien, c'est qu'en fait, J.D. Vance déplore les effets pervers de la mondialisation, mais il ne condamne pas la mondialisation. C'est pour ça que moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de démondialisation de la part de l'administration Trump. Ce qu'il y a, c'est un reset de la globalisation, de la mondialisation, et la remettre en fait sur des termes qui ne seront bénéfiques que à l'oligarchie occidentale, de façon à ce que le cas chinois ne se reproduise plus. Voilà, donc c'est assez inquiétant en fait, parce que on se retrouve dans un schéma où on a des pays en développement qui sont déjà très riches, comme la Chine, comme l'Inde, comme la Russie, comme le Brésil, qui parlent de multipolarité, et on a un hégémon anglo-américain qui déplore le fait que la mondialisation qu'il a créée ne lui est pas donné entièrement satisfaction. Donc on voit encore là, on va aller encore plus loin. C'est comme l'Union européenne, quoi. Ça marche pas, mais on va en faire un petit peu plus et puis en espérant que ça marche, on en fera un petit peu plus. Donc les États-Unis n'ont pas abandonné la mondialisation. C'est une erreur de dire ça. C'est en fait un reset de la mondialisation dans un monde multipolaire. Donc ça va donner lieu à beaucoup plus de remous que ce qu'on imagine. Oui, c'est assez, ça paraît très juste, Laurent Michelon, ce que vous nous dites là. Si l'Europe avait la clairvoyance, ce qui n'est pas certain, nous dit cet auditeur, de mieux coopérer avec la Chine, comment réagiraient les Américains? Vous avez déjà un peu évoqué, ils se fâcheraient tout rouge. Absolument. Ouais. Ils l'ont dit, hein. Aussi bien J.D. Vance que Scott Bessent l'ont dit à diverses occasions dans leur discours. Ils ont dit il est hors de question pour l'Europe de profiter de l'occasion pour se rapprocher de la Chine. Oui. Bon, ça dépasse un peu le cadre chinois, même complètement, mais une auditrice, j'ai cru comprendre que l'Europe était sous hégémonie des États-Unis, que nous serions donc le 52e ou 53e État. Pouvez-vous éclairer ma lanterne? Merci d'avance. Oui, de toute façon, il y a une hégémonie américaine sur l'Europe. Oui, ce que je disais, c'est qu'en fait, actuellement, à part Sanchez, à part Meloni, à part Orban, le reste des dirigeants des pays européens et des dirigeants de l'Union européenne n'ont pas accepté. D'abord, ils ont été très surpris, ils n'ont pas vu venir la réélection de Trump, et maintenant ils ne l'acceptent pas. Donc c'est pour ça qu'ils contestent en fait les décisions américaines. De la même façon que Zelensky n'a pas digéré l'élection de Trump, et donc ça explique en fait on va dire son comportement arrogant à la Maison Blanche, parce que en fait il ne s'adresse pas à Donald Trump, il s'adresse aux donneurs d'ordre derrière aussi bien l'administration Trump que Biden. Donc oui, nous sommes toujours, on va dire, vassalisés par rapport aux États-Unis, mais on est dans un entre deux mondes où on a une vieille oligarchie doit partir aux yeux de l'administration Trump. Notre vieille oligarchie doit être balayée et remplacée par une oligarchie qui sera plus à l'écoute des dictats des États-Unis. Voilà, c'est tout. Mais si nous on ne profite pas de ce temps pour reprendre notre souveraineté, on aura tout perdu en fait. Hein. On sera passé d'un patron à l'autre sans avoir profité du moment où on pouvait s'en libérer. Et cette souveraineté, elle passe, pour ce qui concerne la France et l'Europe, par des accords de sécurité avec l'ensemble de l'Europe, c'est-à-dire la Russie, qui elle-même veut un cadre d'architecture de sécurité commune avec l'Asie et avec la Chine. Donc c'est bien finalement, mais ça c'est le cauchemar américain là. Oui, tout à fait. Ben,
c'est ce que disait Brzezinski. Il disait le cauchemar américain, c'est que l'Europe, la Chine et la Russie se coalisent. Puissance Mais c'est continentale. l'administration. Ouais. On en est où d'ailleurs de cette route de la soie là avec la Chine? À chaque fois, j'aime bien vous poser cette question. Je vous ai. C'est intéressant. C'est intéressant, mais là, ça pourrait durer une demi-heure, la réponse. Ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Ce sera le sujet de ma prochaine vidéo sur ma chaîne Valise Diplo. Mais je vais vous le. Vous pouvez nous le résumer? Oui, il reste une dizaine de minutes. Voilà. Donc, en fait, les nouvelles routes de la soie, évidemment, sont mises à mal par cette guerre commerciale et également par ce qui s'est passé il y a quelques semaines où on a vu que la société BlackRock aux États-Unis a racheté de force, forcé la vente à une société de Hong Kong qui s'appelle CK Hutchison. Les États-Unis ont forcé cette société à se débarrasser pas seulement des ports qu'elle opérait sur le canal de Panama, mais dans une vingtaine de pays, plus de 40 ports, qui sont tous situés sur des goulets d'étranglement, en fait. Donc, canal de Suez, canal de Panama, détroit de Malacca, route maritime du Nord. Donc, en fait, cette société, plus ou moins, en fait, c'est une société de Hong Kong, hein, mais les États-Unis ont fait semblant de croire que c'était une société chinoise. Donc, Donald Trump a dit qu'il pourrait nous mettre des soldats au canal de Panama et fermer le canal de Panama. Ce qu'il est en train de faire, il vient d'annoncer hier qu'il allait mettre des soldats au Panama. Oui. Donc, en fait, il est en train de faire ce qu'il avait accusé la Chine de pouvoir faire. Voilà. Donc, cette société-là a vendu ses avoirs, ce qui en fait représente en fait un énorme risque géopolitique à la Chine, parce que tous ces goulets d'étranglement pourraient couper les routes de la soie du jour au lendemain. Alors, la Chine n'a pas accepté, elle va attaquer en justice parce qu'il y a une situation monopolistique maintenant pour BlackRock là-dessus, mais moi, ce que je disais, c'est que c'est une opportunité en fait de développer les routes terrestres de la soie, parce que ce qui intéresse réellement la Chine, c'est d'avoir accès à l'Afrique, à l'Europe, au Moyen-Orient, au sous-continent indien et à l'Asie du Sud-Est. Tout ça, ça peut se faire non pas par la mer, mais par la voie terrestre, les voies ferrées, les voies routières, des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Il y a tout un système à faire monter en gamme, hein, plus de voies ferrées, des voies ferrées plus hautes pour mettre plus de containers, mais ça peut se faire et ça permettrait à la Chine de se débarrasser en fait de toute cette logistique maritime qui est en fait le jeu des Anglo-Saxons depuis 500 ans. Oui. Les États-Unis, l'Angleterre et l'Australie, ce sont les maîtres des mers. C'est eux qui dominent on se rappelle du livre de Carl Schmitt, Terre et mer, et c'est une opportunité en fait pour la Chine de dire, écoutez, je vais pas continuer à développer ma marine commerciale, je vais certainement pas développer une force maritime militaire pour protéger cette force maritime commerciale, ça coûterait une fortune. Je vais tout faire par les terres. Donc il y a cette opportunité qui est en train de se créer pour la Chine. Et les connaissant, je pense qu'ils sont déjà en train de travailler dessus. Et si on regarde en fait ce que font des pays comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Iran, ils sont en train de construire des milliers de kilomètres de voies ferrées justement pour multiplier les corridors de circulation de marchandises vers l'Europe. Et là, on imagine que les Anglo-Saxons veillent au grain et vont vraiment faire absolument tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher ce scénario catastrophique. C'est la continuation du grand jeu du 19e siècle. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Vieille Europe, explosant par diktat de Bruxelles, c'est le quatrain de Michel Dumas. La hyène, puis la mort, refait des étincelles pour que Chine s'éveille et de nouveau excelle, à défier le Donald et casser nos vaisselles. On a le droit à chaque fois. Je vois plusieurs courriel de Vincent Donadio, je lui répondrai en privé, qu'il en soit assuré. Et il nous reste, Laurent Michelon, quelques 6-7 minutes. Est-ce que vous avez, je dirais, globalement des éléments de conclusion? Je vais vous laisser 5 minutes, le temps qu'après, nous fassions nos au revoir aux auditeurs. La conclusion, je dirais, c'est... pour nos auditeurs, c'est de pas forcément prendre le parti de la Chine. Il faut toujours garder en tête le parti de la France et voir qu'est-ce qui est bénéfique à la France dans ce grand jeu, parce qu'on ne parle que des États-Unis et on ne parle que de la Chine.
mais nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Ou Il l'Europe, s'agit de pas et prendre toute de- l'Europe, n'a l'Europe, pas les mêmes. Tous les pays européens n'ont pas les mêmes, ne sont pas dans la même situation. Je pense que l'Italie, moi ça m'énerve le plus. Et l'Italie ou l'Allemagne ont certainement un problème avec les Américains mais la France non. Enfin bon, allez, excusez-moi. Allez-y. Exactement. Et c'est pareil pour la Chine. Dans la relation France-Chine, nous n'avons aucun problème avec la Chine. On a des problèmes avec la Chine que depuis qu'on suit les États-Unis, depuis le gouvernement Sarkozy. Ouais. Mais avant, on n'avait pas de problème. Et même malgré ça, la Chine, on a toujours un capital sympathie avec la Chine. Donc, nous ne sommes plus la puissance que nous étions dans les années 80 ou 90, mais on a toujours beaucoup de choses à apporter à la Chine. Et ce qu'il faut se dire maintenant, c'est est-ce qu'on est prêt à accepter que la Chine a aussi beaucoup à nous apporter. Voilà. Il faut justement sortir un petit peu de cette condescendance en disant mais c'est nous qui avons apporté ci, apporter ça. Oui, tout à fait. Et donc, est-ce que nous serions prêts maintenant à accepter le fait que ce seraient des sociétés chinoises qui viendraient nous apporter quelque chose sur le plan technologique ou sur le plan industriel. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut toujours se poser la question, c'est est-ce que c'est bon pour la France? Par exemple, vous parlez de l'Italie. L'Italie a été forcée l'année dernière de quitter les nouvelles routes de la soie par les États-Unis. Il y a eu une injonction très directe qui a été faite. Ah oui. Ça a été fait du jour au lendemain. C'est pareil avec le Panama. Le Panama, Marco Rubio s'est rendu au Panama son premier voyage à l'étranger. Le lendemain, le Panama sortait des routes de la soie. Ça a été le premier pays d'Amérique latine à y rentrer et le premier à en sortir. Mais Mélanie, qu'est-ce qu'elle a fait juste après être sortie des routes de la soie? Elle est allée à Pékin et elle a signé tout un tas d'accords bilatéraux avec la Chine. Donc voilà, quelqu'un qui ne peut pas résister à la pression américaine, mais qui trouve quand même un moyen de ne pas saccager la relation avec la Chine. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse nous au niveau français. Il ne s'agit pas de prendre le côté de la Chine. Le seul côté de la France, c'est celui de la France, mais il faut être réaliste. Et l'avantage de la France maintenant, son intérêt, c'est de travailler avec la Chine, de travailler avec l'Inde évidemment, de travailler avec l'Indonésie, de travailler avec tous les pays, tous les États qui sont restés souverains et qui continuent de se développer économiquement. On est d'accord sur le fait qu'entre la Chine et l'Inde, entre autres du fait des BRICS, un certain nombre de problèmes ont été aplanis. Exactement, exactement. Donc, si eux sont capables c'est des voisins avec un contentieux territorial et qui a eu des escarmouches dans les années 60, ils sont capables de mettre ça sous le boisseau. Ils ont déclaré que ce contentieux territorial, on n'en parlerait plus. Les armées des deux côtés n'avaient pas le droit de rentrer sur ce territoire contesté, et c'est terminé. Et maintenant, ils parlent de faire du commerce et rien d'autre. Si des pays comme ça arrivent à s'entendre, nous, la France et la Chine, qui sommes si éloignés, on n'a aucune raison de relayer toute cette propagande sinophobe, de systématiquement faire les relais de la propagande américaine anti-chinoise. On comprend bien que les États-Unis aient un problème avec la Chine, mais c'est pas pour ça que nous devons prendre fait et cause avec les Américains. Voilà. Le Pakistan, à mon avis, est une carte redoutable aussi entre les mains des Américains, par rapport à tout ce que vous venez de dire. Ouais. Vous avez entendu? Je ne sais pas si... Pardon? Je disais, le Pakistan est une carte redoutable entre les mains des Américains, par rapport à toute cette... Le Pakistan a une très très bonne relation avec la Chine aussi. Et on a vu d'ailleurs récemment, parce que le Pakistan est un des pays avec la Chine collabore pour construire des ports et des voies ferrées, justement pour permettre à la Chine de se désenclaver et d'avoir accès à l'océan Indien sans passer par la mer de Chine du Sud. Et donc le Pakistan, qui a une vieille collaboration technologique militaire avec la Chine, joue un petit peu du deux côtés aussi, américain, chinois, tout ça évidemment pour faire contrepoids aux voisins indiens. Parce que la CIA est très active, je crois, au Pakistan. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, il y a eu des attentats contre des intérêts chinois à plusieurs reprises, contre des ingénieurs chinois qui construisaient des ports et des voies ferrées. Donc voilà, on voit d'où ça vient systématiquement. C'est que la stratégie américaine est d'enclaver la Chine aussi bien sur la voie terrestre que sur la voie maritime. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que les États-Unis, à l'heure actuelle, et l'Europe, il faut bien voir que l'Union européenne a un programme d'investissement vers l'Asie centrale, c'est pas anodin. C'est sorti il y a quelques années, c'est pas anodin, c'est pour faire barrière aux nouvelles routes de la soie terrestre, là aussi. Donc voilà, la Chine n'est pas au bout de ses peines, malheureusement.
Bon, merci beaucoup Laurent Michelon, vous avez parfaitement tenu les délais, il nous reste à peine 1 minute. C'est un plaisir à chaque fois d'échanger avec vous. Je ne manquerai pas de vous avoir sur d'autres formats et je pense des matinales la semaine prochaine pour qu'on s'apesantisse sur ce type de sujets. Et puis j'aimerais quand vous revenez à Paris organiser des débats parce que vous n'êtes pas tous d'accord les uns avec les autres et je pense que justement, et ça me permet d'introduire la prochaine émission Libre Journal des controverses de Mike Borowski, bien il y a des controverses, mais elles sont enrichissantes. Et donc, je suis passionné par la qualité des analyses des uns et des autres. Écoutez, merci encore d'avoir répondu si rapidement à mon invitation dans ce Libre Journal. Et je vous dis en tout cas à très bientôt. À très bientôt sur Radio Courtoisie et sur Géopolitique Profonde. Et d'ici là, bonne continuation. Et voilà, cette émission est terminée. Mike Borowski est maintenant en majesté jusqu'à midi à occuper les ondes de Radio Courtoisie avec son Libre Journal des controverses et son ou ses invités. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine, samedi 9h. Au revoir. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.